fallait que le Niger exécutât les 4 volontés de l'Union européenne avant le 2 avril, date du terme allégué du précédent mandat présidentiel du vassal, du valet france-africain Mohamed Bazoum. Mais en lisant les réseaux sociaux, en lisant la presse, que ce soit au Sahel, en Afrique ou dans le monde, j'ai vu certains qui s'étaient laissés flatter par cet air nouveau, apparemment nouveau, qui soufflait sur les relations diplomatiques entre l'Occident et l'Alliance des États du Sahel. Certains se sont mis à croire que la diplomatie américaine, la diplomatie européenne avaient soudain décidé, révisant leurs mauvaises copies, de nouer des relations de respect mutuel, de réciprocité, de co-développement, de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains en général et les pays de l'Alliance des États du Sahel en particulier. Comme si cela ne suffisait pas, avec ces questions qui ne manquaient pas d'être soulevées dans les esprits, est-ce qu'ils ont enfin compris qu'il vaut mieux venir doucement avec nous pour s'entendre avec nous? Voilà que débarquaient dans la foulée les diplomates de 2 pays d'Afrique du Nord, et non des moindres, à savoir l'Algérie et le Maroc. Ces diplomates, juste après le départ des Américains et des Européens, se précipitaient avec empressement, enthousiasme, avec un zèle qui donne des ailes. Ils se précipitaient au Niger, au Burkina Faso et au Mali pour tenter d'offrir ça et là leur bon service. J'ai déjà commenté le sale jeu des diplomates américains et européens. Tout le monde sait que ce sont des menteurs. Ce sont des impérialistes et des néocolonialistes inguérissables, ces gens de l'OTAN. D'ailleurs, leur méthode, c'est de souffler diplomatiquement le froid pendant qu'ils te préparent militairement, économiquement, le chaud. La diplomatie chez les Occidentaux n'est qu'une manière de masquer leurs préparatifs criminels. Donald Trump, qui est le plus grossier des dirigeants occidentaux aujourd'hui, a dénudé cette duplicité de la diplomatie occidentale impérialiste. Il a attaqué l'Iran avec un couteau dans le dos par 2 fois. Une fois en juin 2025, alors qu'il était en pleine négociation avec l'Iran, et une deuxième fois le 28 février 2026, alors qu'il était en pleine négociation avec l'Iran. Donc Donald Trump a montré que les Occidentaux organisent les négociations pour avoir gagné du temps afin de préparer la guerre. Dans le cas de l'Afrique, la diplomatie occidentale a pour but d'empêcher les pays africains de voir venir les groupes terroristes qui sont financés par les grandes puissances occidentales pour les attaquer. Dans le cas de l'Afrique, la diplomatie occidentale a pour but d'endormir les dirigeants africains pendant qu'on prépare des coups d'État pour les renverser, afin de placer des vassaux qui vont tout naturellement livrer l'uranium, l'or, le manganèse, le coltan, qui vont livrer toutes les richesses de l'Afrique à ces gens. La diplomatie consiste à surendetter les pays africains, de telle façon que les dirigeants et les gouvernements soient obligés envers les institutions financières occidentales et fassent la politique que dictent les oligarchies financières occidentales. La diplomatie n'est rien d'autre que, dans la logique de l'Occident, une phase préparatoire des grands actes d'inféodation, d'aliénation. Je recommence une deuxième fois. Dans l'entendement politique de l'Occident, depuis 600 ans notamment, en rapport avec l'Afrique, la diplomatie sert à distraire les Africains pendant qu'on leur prépare la guerre. La diplomatie sert à soumettre les Africains aux conditions leur permettant de servir les intérêts des puissances occidentales. Elle sert à endetter les Africains de telle façon qu'ils soient obligés de faire des politiques favorables aux intérêts vitaux des puissances occidentales. Voilà ce à quoi sert un diplomate européen. Voilà ce à quoi sert un diplomate américain. Voilà ce à quoi sert un diplomate britannique. Endormir tous les peuples, tous les gouvernements des pays du monde dont ils veulent exploiter les richesses, afin que cette exploitation se produise dans des conditions optimales. Un agent, un directeur général
des services de renseignement français, s'exprimant imprudemment lors d'une émission de télévision, a expliqué quelle était la mission d'un espion français dans un pays étranger. Donc, par exemple, dans un pays comme l'Afrique. On lui a demandé, que font les espions de la DGSE quand ils sont dans un pays étranger? Le directeur général de la DGSE a répondu ceci. Nos espions qui sont dans les pays étrangers ont pour mission d'amener les hauts cadres, les hauts responsables de ces pays à trahir leur pays en faveur de la France. Je recommence la réponse du directeur général de la sécurité, directeur général de la sécurité extérieure française. Dans une interview, vous retrouverez, je vous mettrai l'interview. On lui pose la question, à quoi servent nos espions? D'autant plus qu'un espion français venait d'être arrêté à cause de son implication dans une tentative de coup d'État ici au Mali. Monsieur Yann Christian Bernard Vézilier, lieutenant-colonel de la DGSE. Il a été arrêté ici pour avoir participé au complot qui devait renverser le président Assimi Goïta. C'est à cette époque qu'on a posé la question au directeur de la DGSE, mais à quoi servent nos espions? Réponse. Nos espions dans les pays étrangers ont pour but d'amener les hauts responsables de ces pays, les cadres de ces pays, à trahir leur pays en faveur des intérêts français. Est-ce qu'on peut être plus clair que cela? Voilà la compréhension de la diplomatie des puissances négrières, racistes, des puissances colonialistes et néocolonialistes. Les impérialistes ne comprennent la diplomatie que comme cela. Je vous donne un dernier exemple en dernière date. Donald Trump et Netanyahou, confrontés à la puissance de frappe de l'Iran, ont supplié pour avoir un cessez-le-feu. Ils sont passés par la Chine, par le Pakistan, pour amener l'Iran à accepter un cessez-le-feu provisoire de 2 semaines et accepter la réouverture des négociations. N'est-ce pas? Lesquelles négociations ont commencé aujourd'hui même, si je ne m'abuse, au Pakistan. Vous savez ce qu'ils font? Pendant que Trump est allé à envoyer Witkoff et son propre beau-frère Jared Kushner, tous en réalité des agents de l'impérialisme néo-israélien, il les a envoyés négocier avec l'Iran au Pakistan. Vous savez ce qu'il fait entre-temps? Il est en train de renforcer la flotte militaire criminelle des États-Unis autour de l'Iran. Tous les renseignements, les organes d'analyse géostratégique montrent que ces dernières heures, depuis 2 jours, plusieurs navires de guerre de l'armée américaine se mettent à nouveau à acheminer des troupes et des armes autour de l'Iran. Donc les 2 semaines pendant lesquelles Trump demande à l'Iran de ne plus se défendre et dit qu'il ne va plus attaquer l'Iran, elles servent à quoi? Elles lui servent simplement à mieux rassembler ses forces pour pouvoir mieux attaquer l'Iran. Et d'ailleurs, cette impatience de faire la guerre avec l'Iran est ouvertement montrée par l'allié principal des États-Unis, Israël. Israël, lui, ne voulait même pas qu'il y ait une trêve parce qu'Israël rêve de détruire l'Iran et ainsi de coloniser l'Iran comme il a colonisé la Syrie, comme il colonise le Liban, comme il a colonisé la Palestine. Israël rêve de posséder le Moyen-Orient et ses richesses. Vous comprenez? Donc, l'attitude des États-Unis qui poignardent ceux avec qui ils négocient, qui attaquent en pleine négociation l'Iran, c'est exactement l'attitude de l'Union européenne. C'est l'attitude des dirigeants français. C'est l'attitude de tous les diplomates occidentaux envers les Africains. Mais alors que maintenant, la maîtrise de cette duplicité occidentale qui a consisté à créer Al-Qaïda et l'État islamique pour attaquer l'Afrique et à venir proposer aux Africains d'aider à combattre contre Al-Qaïda et l'État islamique au nom de l'antiterrorisme, cette duplicité occidentale n'est pas qu'occidentale. Des pays autres qu'occidentaux et même des pays d'Afrique du Nord sont aussi dans cette duplicité envers l'Afrique. Ce qui m'amène maintenant au sujet principal de cette deuxième partie de notre émission, la campagne de séduction diplomatique algérienne et marocaine envers les pays de l'Alliance des États du Sahel. Tout le monde a observé un branle-bas diplomatique terrible. Les Américains ont fini de mentir, ils sont partis. On les a écoutés
vraiment à bonne distance. Les Européens sont venus mentir, ils sont partis. On les a écoutés vraiment à bonne distance. Les Algériens ont débarqué au Niger. Ils ne pouvaient pas débarquer ailleurs. Ils ont choisi de débarquer au Niger. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas promis au Niger? Ils ont presque promis au Niger qu'ils allaient le développer plus que l'Algérie. Des écoles, des lycées, des universités, et des centrales thermiques, tout ce qui vous manque, mes frères. Abdelmajid Tebboune s'est présenté devant le président Abdourahmane Tiani comme un garçon de messe qui connaît son Ave Pater et qui connaît son Ave Maria et son Pater Noster. Safroulaye. Quand le président nigérien a fait remarquer à son homologue algérien, lors de sa visite officielle en Algérie, qu'il était intolérable et inimaginable que l'Algérie s'associe aux ennemis de l'Afrique, il a eu une réponse immédiate, avec un enthousiasme, un zèle absolu d'Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Mon frère, la sécurité du Niger, c'est l'affaire de l'Algérie. L'Algérie ne va jamais s'amuser avec la sécurité du Niger. Nous devons nous mettre dans les travaux immédiatement. Immédiatement. Ça fout là. Nous, on est restés comme on s'est assis. On dit, mais écoutez, le Niger et l'Algérie sont des pays voisins, des pays frères, depuis plusieurs millénaires. Et ils ont même entre eux plus de 1000 km de frontières. Mais pourquoi tout d'un coup, c'est maintenant que l'Algérie, qui n'a rien fait d'extraordinaire avec le Niger, pendant toutes les décennies précédentes, pourquoi tout d'un coup l'Algérie aime le Niger comme ça? Hakaka! Comme on dit chez moi à Bandema et Bassi. Makou Chimo, je suis mort fini. Tout d'un coup, ils veulent développer le Niger. Astaghfirullah. Bon, écoutez, le problème c'est que le Niger est un pays membre de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est construite sur des bases puissantes. Et l'une des clauses de cette confédération, c'est que tout pays qui attaque le Niger va se retrouver en guerre avec le Mali et le Burkina. Tout pays qui attaque le Burkina va se retrouver en guerre avec le Mali et le Niger. Tout pays qui attaque le Mali va se retrouver en guerre avec le Burkina et le Niger. Tu attaques un, tu as affaire à tous les autres. Or, l'Algérie a un tout petit problème qui est immense. Elle est la base arrière d'hommes et de groupes qui attaquent ouvertement le Mali depuis plusieurs décennies. Qui sont ceux qui attaquent ouvertement le Mali et qui sont hébergés et protégés par les autorités algériennes? Citons-les. Iyad Aghali, qui est le patron d'Al-Qaïda au Sahel. Il est libre, il se promène et se soigne et est protégé par l'Algérie. Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, fidèle lieutenant d'Al-Qaïda, protégé par l'Algérie. Il y a quelqu'un qui a décidé d'être le patron de tous les groupes rebelles, terroristes et pseudo-sécessionnistes du Front de libération dit de l'Azawad. Il s'appelle l'imam Mahmoud Diko. Il a tapis rouge en Algérie et en Mauritanie. La question inévitable que n'importe qui se pose, c'est comment l'Algérie croit-elle qu'elle va pouvoir avoir des relations cordiales avec le Niger, alors que le Niger sait que l'Algérie est la base arrière pour attaquer son allié, le Mali, l'allié du Niger, le Mali, qui en septembre 2023, avec le Burkina, a dit, et le président Assimi Goïta a été très clair, tentez d'attaquer le Niger et vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que le président Assimi Goïta a dit à un chef d'État d'Afrique de l'Ouest. Probablement le chameau venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens, ou plutôt l'ancien autocrate du Sénégal, Macky Sall, ou peut-être Umaro Sissoko Embalo. En tout cas, c'était l'un de ces dirigeants de la CEDEAO qui s'est enquis des intentions du Mali. Le président Assimi Goïta lui a dit ça tâche.
Il n'a pas dit ça. Et si vous tentez d'attaquer le Niger, vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est comme ça que le Niger n'a pas été attaqué. Alors, est-ce que vous imaginez que les relations nigéro-algériennes puissent prospérer pendant que l'Algérie est la base arrière pour attaquer le... Pendant que l'Algérie est la base arrière pour attaquer le Mali? C'est pas possible. Vous comprenez? Mais comme le président Abdourahmane Tiani est un homme profond, vous savez comment il a fait pour dire aux Algériens, si vous ne changez pas de politique, on ne va pas aller loin. Dès que les Marocains ont vu que les Algériens sont partis, ils ont pris leur téléphone. Allô, monsieur le président, c'est le roi qui nous envoie, le roi du Maroc, son Altesse. Lui, il a des problèmes avec personne. Le Maroc n'attaque personne. Le Maroc n'attaque personne. Vous savez, le Maroc n'est pas associé au problème du terrorisme. Nous, on n'héberge pas les chefs terroristes au Maroc. Hein. Ah non, 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 non. Donc, monsieur le président, nous avons une délégation qui va venir au Niger. Ça fout là. À peine les Algériens étaient partis, que les Marocains tapaient à la porte. Mais le président Tiani, qui est un patriote, un visionnaire, quand les Marocains se sont mis à taper à sa porte, il a fait comme ça. Venez mes amis, venez, 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 venez mes amis. Il sait. Vous savez ce que veut dire quand tu dis aux Marocains, venez mes amis? Mais à Alger, ils peuvent s'étrangler, même ils peuvent mourir de crise cardiaque tous. C'est-à-dire que quand Abdelmajid Tebboune a vu la délégation marocaine, parce que les Marocains sont la bête noire des Algériens. Les Algériens sont la bête noire des Marocains. Je reviendrai sur ce qui les oppose. En ouvrant donc ses mains, ses bras aux Marocains, Abdourahmane Tiani envoie un double message. Et dit aux Algériens, on est avec vous, à condition que ce soit seulement dans nos intérêts. D'ailleurs, on est aussi avec les Marocains, à condition que ce soit dans nos intérêts. Si ce que vous venez faire ici n'est pas dans nos intérêts, on n'est pas avec vous. La preuve, ce que vous considérez comme vos pires rivaux, même vos ennemis, ils sont nos amis. Or, quand les Algériens, j'entends par là les dirigeants, entendent que les Marocains sont quelque part, ça fout là. Ils savent que quand tu accueilles les Marocains, tu veux leur dire à eux de partir. Mais, je vais m'arrêter pour vous expliquer un peu le problème algéro-marocain tel que nous le comprenons. Il y a un problème entre ces deux pays-là. D'abord, ce sont des pays qui n'ont pas une organisation politique identique. L'Algérie est une république issue du processus révolutionnaire de la lutte anticolonialiste. Alors que le Maroc est un royaume, une dynastie, qui est une dynastie multiséculaire, donc un régime, on va dire, traditionnel. D'un côté, les révolutionnaires, de l'autre côté, les traditionnalistes, monarchistes. Première différence. Deuxième différence, il faut que vous compreniez. Oh non, le président Tiani est trop fort. Deuxième différence, les Algériens ont dans leur sous-sol une réserve importante de pétrole et de gaz. Ils ont un sous-sol riche en hydrocarbures. C'est d'ailleurs de cela qu'ils vivent. Alors que le Maroc a un sous-sol pauvre. Le Maroc, c'est un pays pauvre en ressources naturelles. Le sous-sol marocain, il n'y a presque rien. D'accord? L'Algérie, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Le Maroc, c'est une mince bande côtière. C'est vraiment, du point de vue géographique, un petit État. Sauf que l'Algérie est gérée d'une manière complètement gabégique, notamment depuis la fin de la génération des révolutionnaires qui ont directement combattu la France. Elle est gérée par des généraux et des hommes politiques notoirement corrompus. Alors que le roi du Maroc, lui, a songé à moderniser son pays et à compenser la faiblesse en ressources naturelles de son pays par non seulement une augmentation du niveau d'éducation moyenne des Marocains, mais une transformation de l'économie marocaine en une économie, eh bien, de niveau tertiaire. Je vais expliquer. L'Algérie compte sur ses hydrocarbures, son gaz et son pétrole. Quand elle n'a pas d'argent, elle prend le gaz, elle vend, on lui donne l'argent, elle l'utilise. Que fait le Maroc? Le Maroc est un pays aujourd'hui, et donc industrialisé, suffisamment industrialisé, mais comment? Grâce à la maîtrise de la spéculation financière.
le Maroc va chercher des capitaux, notamment au Moyen-Orient. Ils vont chercher des capitaux au Moyen-Orient à un taux d'intérêt bas. Donc, le Maroc se fait prêter de l'argent par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, etc. D'accord? Écoutez-moi bien, pour comprendre l'esprit qui gouverne le Maroc. J'ai parlé d'abord de l'investissement dans l'éducation. Ensuite, je parle de l'investissement dans l'économie spéculative. Ils prennent des crédits auprès des monarchies du Golfe qui sont liées par les liens de la monarchie et de la religion au régime chérifien du Maroc. Une fois qu'on leur a donné ces crédits, par exemple, ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, on leur dit, vous allez rembourser avec 10% de taux d'intérêt. Ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, taux d'intérêt 10%. Eux, ils vont vendre ce milliard de dollars dans d'autres pays du monde, et notamment en Afrique subsaharienne, avec un taux d'intérêt de 30%. Donc la marge de 20%, le Maroc l'empoche. Le Maroc rembourse le milliard de dollars à l'Arabie Saoudite avec son taux d'intérêt de 10%. Vous avez compris comment le Maroc fait de l'argent? Il fait de l'argent en prenant des crédits qu'il nous vend. Si vous regardez la structure des sociétés marocaines en Afrique subsaharienne, vous vous rendrez compte que c'est essentiellement des sociétés de banque, d'assurance et de construction. Banque, assurance, construction. Que fait la banque? La banque achète de l'argent moins cher, au Moyen-Orient notamment, et nous le vend un peu plus cher, et le Maroc garde la marge. D'accord? L'assurance garantit les investissements marocains en Afrique subsaharienne, et comme le principe de l'assurance, c'est qu'il n'y aura pas d'accident, il y aura le moins d'accidents possible, la marge reste au Maroc. Enfin, les marchés qui doivent être réalisés avec les capitaux vendus par les Marocains qui les ont achetés au Moyen-Orient, ces marchés, les sociétés multinationales de construction marocaines sont privilégiées. Terminé. Voilà le business plan du Maroc en Afrique subsaharienne. Nous apportons de l'argent, nous surfons sur le taux d'intérêt, nous empochons les marges, nous proposons une assurance et nos groupes sont privilégiés dans les marchés liés à nos financements, c'est-à-dire aux financements que nous avons importés, notamment d'Arabie Saoudite. Voilà le modèle marocain. Il y a maintenant côté marocain un très grand projet, c'est celui d'être le pays par lequel va passer le grand pipeline transafricain. Un pipeline qui devrait partir du Nigeria, traverser tous les pays d'Afrique de l'Ouest, remonter par le Sénégal, la Mauritanie et entrer au Maroc. L'idée, c'est que le pétrole et le gaz africain aillent vers l'Europe et les États-Unis, mais à travers le Maroc. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Ils prennent de l'argent au Moyen-Orient, ils nous le vendent plus cher, ils encaissent le reste. Maintenant, ils veulent prendre du gaz et du pétrole en Afrique noire, le vendre au reste du monde, encaisser leur marge au passage. Ça, c'est le projet marocain. Le projet algérien, il est beaucoup plus frustre et plus pauvre. L'Algérie n'est pas une puissance d'investissement. Elle ne propose pas du crédit en Afrique subsaharienne parce que les dirigeants algériens sont spécialistes dans ce qu'on appelle l'économie d'extraction et de dissipation. C'est-à-dire que dès qu'ils ont vendu le gaz et le pétrole, ils se partagent l'argent, ils le bouffent, ils le dépensent. Quand ça finit, on vend encore du gaz et du pétrole. Ce ne sont pas des gens qui créent des affaires dans le monde. L'Algérie n'investit pas en Afrique subsaharienne. Elle ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que les dirigeants sont habitués à extraire, vendre et partager, consommer. Est-ce que vous comprenez? Bon. Ouais, c'est pas possible. Les Algériens ont également un très grand projet auquel ils tiennent. Ils souhaitent qu'il y ait un pipeline transsaharien. Voici le tracé. Ça part du Nigeria, ça traverse le Niger, ça entre en Algérie et c'est l'Algérie qui distribue ça vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, à travers la Méditerranée.
Donc le projet de pipeline transsaharien de l'Algérie est en concurrence avec le projet de pipeline trans-ouest africain du Maroc. De telle façon que chaque fois que l'Algérie envoie une délégation dans l'un des pays concernés par ce projet d'exploitation de pétrole et de gaz, la semaine d'après le Maroc envoie une délégation. L'Algérie construit, le Maroc casse. De la même façon, quand le Maroc construit, l'Algérie casse. Je suis en train de vous décrire. Sidiki Diapa, vous pouvez partager mon direct. Arrêtez de me dire cela. Facebook n'accepte pas qu'on partage. Non, Facebook dit, cette page a publié des informations mensongères. Or, c'est Facebook qui ment. C'est moi qui dis la vérité. Et vous le savez. Donc, vous dites partagez quand même, et vous partagez. Arrêtez de venir me dire ça. Les gens qui viennent me dire ça, là, je vais vous bloquer. Parce qu'en fait, vous êtes au service, même involontairement, de nos ennemis. Si ce que je dis est un mensonge, ne partagez pas. Si ce que je dis est vrai, pour vous, partagez. Et même quand Facebook vous dit « Oh, cette page a partagé des fausses informations », il y a toujours l'option « Partager quand même ». Donc, partagez. Parce que nous, à Ouagadougou, on dit quoi? Content n'est pas content, content quand même. Voilà. Moi, je ne cherche pas à convaincre Facebook, ni YouTube, ni TikTok. Je ne cherche pas à les convaincre. Je m'exprime là parce que c'est un moyen de toucher le plus grand nombre d'entre vous. Je ne cherche pas à convaincre l'Occident. J'y ai renoncé, j'ai quand même consacré une bonne partie de ma vie à essayer de convaincre l'Occident. Ça suffit. Maintenant, il faut vaincre les impérialistes. C'est tout. Et aidez-moi. Soyez actifs. N'écoutez pas leur censure, leur machin, etc. Il faut agir. Bon, je reviens à ce que je disais. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a un autre problème. C'est le problème de la République arabe sahraoui démocratique, le RASD qu'on appelle encore le Front Polisario. Pour emmerder tout naturellement les Marocains, l'Algérie a une position historique qui consiste à soutenir les sécessionnistes marocains. Le Sahara occidental avait été autrefois, il avait été au préalable une colonie, il était avant une colonie, c'était une colonie espagnole. Quand les Espagnols se sont retirés de la côte nord-ouest de l'Afrique, le royaume du Maroc a pris le relais et il a occupé ce qu'on appelle le territoire du Sahara occidental, anciennement espagnol. Alors, pour emmerder les Marocains, les dirigeants algériens soutiennent les sécessionnistes. Vous savez, les Maliens connaissent le problème. Les dirigeants algériens soutiennent les sécessionnistes de la RASD. Or, ça, c'est le sujet qui rend les Marocains fous. Chaque fois qu'il y a un pays dans ce monde qui soutient le Front Polisario, ça se gâte avec le Maroc. Et quand ça se gâte avec le Maroc, avec l'Algérie, ça s'arrange. Donc, ce sont deux frères ennemis. C'est le même peuple arabe. Hein? Mais ce conflit politique entre les Algériens et les Marocains, qui sont nos frères et amis, moi j'ai beaucoup d'amis et de frères appartenant à ces deux pays, ce conflit se traduit même dans leur vie quotidienne. Moi j'ai beaucoup joué au football, y compris notamment en France. J'ai expérimenté, même sur les stades de foot, la tension qu'il y a entre ces deux peuples. Il n'y a pas de tension entre les Égyptiens et les Marocains. Il n'y a pas de tension. Je ne connais pas en Afrique du Nord deux peuples dont les ressortissants soient aussi tendus les uns contre les autres que les Marocains et les Algériens. Quand vous les avez tous dans votre équipe, vous êtes amenés à arbitrer plusieurs fois. Vous êtes amenés à arbitrer plusieurs fois. Vous êtes amenés à arbitrer plusieurs fois. J'attends un peu que la reconnexion se fasse côté Facebook, côté YouTube. Quand vous les avez, par exemple, vous avez des Marocains et des Algériens dans votre équipe, les tensions qui sont entre eux sont telles que vous, qui n'êtes pas Marocain ou Algérien, plusieurs fois dans l'année, vous allez arbitrer des conflits entre eux, uniquement parce qu'ils sont Marocains et Algériens. Ils ne peuvent pas se blairer. Pourtant, ils parlent la même langue. Parfois même, ils viennent de régions frontalières. Et ils se marient entre eux, ça sans difficulté. Je connais beaucoup de foyers mixtes algéro-marocains, maroco-algériens, mais la tension, même là-dedans, là, ça existe. Donc maintenant, je reviens au Sahel. Il faut que vous compreniez ce qui se passe au Sahel.
Quand l'Algérie s'est rapprochée du Niger, le Maroc a préparé la délégation pour contrer l'Algérie. Le Maroc a compris qu'il fallait renforcer ses relations avec les autres pays de l'AES également. Le Maroc a dépêché dans la foulée une délégation dans le pays de l'AES qui est la vraie bête noire de l'Algérie, à savoir le Mali. Il y a eu une descente massive ici de la diplomatie marocaine. Les gens n'ont pas compris pourquoi les Marocains sont venus. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment tellement au Mali, hein. Non, ce n'est pas vrai. Les Marocains sont intéressés par les affaires, business. Ils achètent l'argent moins cher, ils veulent nous le vendre plus cher. Et ils prennent la marge. Ils veulent gagner des marchés de construction, comme ils font en Côte d'Ivoire, comme ils font dans la plupart des pays. Bref, on peut dire que les Marocains essayent de pratiquer en Afrique un soft power. C'est-à-dire qu'ils essayent de dominer par la finance, par la banque, par l'investissement, par une coopération non agressive. Alors que les Algériens, eux, ils essayent de dominer par le hard power. C'est-à-dire qu'ils soutiennent ouvertement des groupes rebelles, par exemple contre le Mali. Ils soutiennent ouvertement des groupes terroristes contre le Mali pour forcer le Mali à accepter que ce soit eux qui exploitent le gaz et le pétrole du nord du Mali. Donc, on a eu l'impression, avec la nouvelle tournure des relations entre l'Algérie et le Niger, que l'Algérie commençait à imiter le Maroc. Parce qu'en fait, le style que l'Algérie a utilisé au Niger, c'est le style habituel du Maroc. Le Maroc vient proposer des affaires. Il vient proposer des business. Il vient avec Ataji Warfa Bank. Regardez les banques marocaines. Il y en a tellement. Les capitaux marocains. Partout. Donc l'Algérie s'est mise à copier un peu le modèle marocain. Et c'est une stratégie à la marocaine que l'Algérie a proposée au Niger. Ben, le Maroc a dit, l'Algérie ne peut pas faire plus marocain que le Maroc. Allez voir les promesses qu'ils sont allés faire au Niger quand ils sont venus derrière les Algériens. Si les Algériens ont dit on va vous donner un chapeau, eux ils ont dit on va vous donner une chapellerie. Si les Algériens ont dit bon vraiment nous on va vous donner un champ de maïs, eux ils ont dit on va vous donner un pays de maïs. Si les Algériens ont dit bon on va vous aider à construire une centrale thermique, eux ils sont venus dire on va faire 5. Tout ce que ils ont pris la liste des Algériens, ils ont multiplié par 5, par 10 pour promettre. Alors regardons un peu ici l'intelligence du président Abdourahmane Tchani. Il fait jouer la concurrence. C'est un message à l'Algérie. Pour dire, si vous ne m'arrangez pas, il ne faut pas me déranger. Si quelqu'un me propose mieux, ne vous plaignez pas. Quand vous êtes venu, je vous ai accueilli, non? Mais si quelqu'un me propose mieux, dans l'intérêt vital du Niger, je dois prendre ce qui est mieux pour le Niger. Bon, vous, par exemple, l'Algérie, vous proposez 5 milliards. Mais le Maroc propose sur tel projet 30 milliards. Je dois choisir qui? Oui, j'ai choisi qui? Ça, c'est ce qui rend les gens fous à Alger. Quand ils ont vu les diplomates marocains à Niamey, ils ont compris que le président Abdourahmane Tchani avait plus d'un tour, plus d'une corde dans son sac. Ça, c'est deux. Mais les diplomates marocains, là, ils ne se sont pas arrêtés à Niamey. Ils ont couru ici. Ils savent. Ils savent que le Mali a, avec l'actuel gouvernement algérien, un sérieux problème, parce que ce gouvernement a ouvertement agressé l'armée malienne. Il a détruit un aéronef d'observation, un drone de l'armée malienne. Il a donné son sol comme base arrière pour attaquer le Mali en juillet 2024 à Tinzaouaten. Il a donné à Iyad Agali, à Mahmoud Diko, il a donné à Amadou Koufa la base arrière à partir de laquelle, y compris d'ailleurs en Mauritanie, il harcèle sans cesse le Mali, notamment à sa frontière nord, dans la région de Kidal. Donc, les Marocains, quand ils viennent à Bamako, ils savent qu'ils ne peuvent avoir qu'une oreille très attentive. Qu'est-ce qu'ils sont venus et qu'ils ont obtenu? Ils ont obtenu que le Mali, qui, par tradition anticolonialiste, anti-impérialiste, le Mali qui, pendant très longtemps, avait considéré comme légitime la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, puisque ce peuple est une ancienne colonie espagnole, et ils sont venus faire des propositions qui ont amené le Mali à reconsidérer sa position traditionnelle envers le Front Polisario, qui, il faut le reconnaître, n'est plus aujourd'hui en capacité de défendre quoi que ce soit. Au Maroc, c'est un mouvement qui a gardé, pour ainsi dire, une existence symbolique, grâce d'ailleurs à l'Algérie et à sa localité de Tindouf qui lui a été accordée.
Mais le Front Polisario, sur le terrain même du Maroc, n'existe pratiquement plus. Donc le Mali, pour le renouveau de ses relations diplomatiques avec le Maroc, vient de mettre fin à la reconnaissance du Front Polisario. Vous savez pourquoi? Pour répondre à l'Algérie, qui se permet de reconnaître le Front de libération de l'Azawad, qui se permet de reconnaître Al-Qaïda et l'État islamique qui combattent le Mali. L'Algérie qui se permet de reconnaître tout naturellement Iyad Aghali, Mahmoud Diko, qui se permet d'héberger ceux qui organisent la barbarie contre le Mali. Elle ne pouvait pas s'attendre à ce que le Mali continue à soutenir le Front Polisario contre le Maroc. Donc c'est une réponse du berger à la bergère. Vous soutenez des sécessionnistes contre nous, vous soutenez des indépendantistes, des terroristes contre nous. Il est hors de question que nous continuions à vous soutenir dans la position de principe de défense du Front Polisario. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est une réponse à l'Algérie, ce changement de ligne diplomatique sur la question du Polisario de la part du Mali. Puisque, de l'autre côté, le Maroc va compenser le déficit justement de la coopération algéro-malienne par un approfondissement de sa coopération avec le Mali. Donc désormais, le Maroc s'engage à intensifier sa coopération avec le Mali afin de compenser les méfaits de la duplicité algérienne envers le Mali. Vous comprenez? Voilà les grands jeux. Et de la même façon, le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré se tient avec beaucoup de prudence. Lors de l'interview qu'il a accordée à la télévision du Burkina Faso et à des journalistes internationaux, on a posé la question suivante au président Ibrahim Traoré. On lui a demandé: est-ce que dans votre alliance, dont vous êtes le président de la Confédération de l'AES, les relations bilatérales entre vos États et des pays étrangers passent avant les relations multilatérales, c'est-à-dire les intérêts confédéraux, avant les relations confédérales? Et la réponse du président Ibrahim Traoré est très claire. C'est la position des 3 chefs d'État de l'AES. Les relations entre les pays de l'AES et des pays qui sont externes à l'AES ne peuvent pas être supérieures aux relations qui lient les pays de l'AES en tant que confédération. Le président Traoré a dit: le confédéral passe avant le bilatéral. Et il allait plus loin. Nous n'allons pas laisser des chevaux de Troie entrer à l'intérieur de notre alliance pour nous détruire. De quels chevaux de Troie parlait-il? Très clairement, il visait l'Algérie, à cause de sa duplicité envers le Mali. Mais il visait également les délégations américaines et européennes qui sont venues tenter de compter fleurettes au Sahel pour endormir la vigilance des dirigeants, alors même que l'OTAN et les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont des créations de l'OTAN, travaillent à encercler actuellement l'Alliance des États du Sahel dans ce que nous avons appelé, il y a plusieurs années maintenant, l'Union géostratégique. Est-ce que vous avez compris? Je tenais à ce que vous compreniez les jeux et les enjeux qu'il y a derrière cette affaire. Donc, on peut maintenant répondre à la question: est-ce que tout d'un coup, le Maroc et l'Algérie aiment l'Alliance des États du Sahel? Fausse question, ce n'est pas une affaire d'amour. Le Maroc et l'Algérie sont en duel. D'abord là-bas, dans la zone de l'Afrique du Nord. Le Maroc et l'Algérie sont des pays qui ont des approches politiques différentes envers l'Afrique subsaharienne. L'approche algérienne, c'est celle de la domination, le rapport de force, la terreur. L'Algérie n'hésite pas à soutenir des mouvements qui menacent les gouvernements, afin que les gouvernements fassent ces 4 volontés. C'est ce que j'appelle le hard power algérien. Le Maroc utilise le soft power. Il passe par le crédit, par la banque, par les assurances, par les travaux publics et par l'humanitaire, notamment aussi par l'investissement dans la formation religieuse. Voilà comment il influence. Il passe par le soft power. Mais les 2 pays ont pour ambition d'exister en étant supérieurs aux pays d'Afrique subsaharienne. Et c'est ça qui est le point commun des 2 pays. Les Marocains ambitionnent, en utilisant justement ce soft power, d'être en position de force par rapport à l'Afrique subsaharienne. L'Algérie aussi. Seule la méthode est différente. Enfin, je tiens à rappeler que l'Algérie comme le Maroc ont des relations intimes très avancées avec l'OTAN. Vous avez vu par exemple que le Maroc a carrément pris position en faveur des États-Unis, d'Israël et des pays qui attaquaient l'Iran.
Alors ça, c'est pas l'opinion du peuple marocain. Hein. La population marocaine, qui est donc musulmane presque totalement, cette population-là a vu d'un très mauvais œil, bien sûr, l'agression israélo-américaine contre l'Iran. Mais les officiels, le gouvernement marocain, quant à lui, il s'est aligné derrière Israël et les États-Unis, qui attaquent l'Iran. Et ça, c'était un renseignement pour les Africains. C'est-à-dire que si la même OTAN est en train d'organiser la déstabilisation de l'Afrique, ce n'est pas le Maroc qui va la combattre. Le Maroc préfère avoir de bonnes relations avec l'OTAN qu'avec l'Afrique. Parce que le Maroc considère que l'OTAN étant plus puissante, il vaut mieux être en bonne relation avec plus puissante que soi. C'est tout. Donc il faut que tout le monde comprenne très bien que la diplomatie marocaine envers l'Afrique est une diplomatie certes du soft power, mais quand même c'est une diplomatie qui est alignée sur les intérêts impérialistes. Ça c'est un. Quant à l'Algérie, son problème c'est sa grossièreté politique. Elle ne cache pas son jeu. Sa duplicité, elle ne la cache pas. L'Algérie opère avec l'OTAN. Elle opère avec le néocolonialisme français dans la journée. Dans la nuit, elle le critique dans la journée. Et l'Algérie héberge ouvertement, au vu et au su de tous, les organisations de mercenaires de l'OTAN, Al-Qaïda et l'État islamique. Donc l'Algérie voit d'un mauvais œil l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. Le Maroc y voit une opportunité pour agrandir sa puissance. Il faut donc que nous, Sahéliens, nous, Africains subsahariens en général, prenions des dispositions. Un, pour mettre le Maroc à sa place. Il ne peut pas être en position dominante en Afrique subsaharienne. Deux, mettre l'Algérie à sa place. Elle ne peut pas être en position dominante en Afrique subsaharienne. Aucun pays d'Afrique du Nord ne doit être en position dominante en Afrique subsaharienne. Pour une raison toute simple. Aucun pays d'Afrique subsaharienne n'est en position dominante en Afrique du Nord. Pourquoi faudrait-il que les capitaux, les assurances, les groupes marocains se taillent les plus grosses parts de gâteau dans les marchés publics en Afrique subsaharienne alors que la réciproque n'est pas vraie? Pourquoi faudrait-il que l'Algérie se mêle de l'exploitation de tout ce qui est gaz et pétrole en Afrique subsaharienne alors qu'elle n'associe pas les capitaux subsahariens à la gestion de ces multinationales du gaz et du pétrole? La réciprocité, c'est la base du commencement du respect. Donc moi je pense, et je conclus par là, cette conférence qui dure maintenant, plus de 2 heures, je pense que c'est la responsabilité des peuples et des dirigeants africains de remettre les pays d'Afrique du Nord à la juste place de partenaires respectueux des souverainetés africaines. De mon point de vue, il ne faut baisser la garde ni fermer les yeux envers aucun de ces pays. Ni l'Algérie ni le Maroc ne sont des partenaires sûrs de l'émancipation africaine. Leur intérêt, que ce soit par le soft power marocain ou le hard power algérien, leur intérêt est une Afrique faible. Première conclusion. Deuxième conclusion, ceux qui nous combattent par le soft power, nous devons les combattre par le soft power. Ceux qui nous combattent par le hard power, nous devons les combattre par le hard power. Selon le proverbe Bassa qui dit « Halayen on lo ». C'est comment tu viens que tu vas partir. Le Maroc vient avec les capitaux. Mais nous devons créer un marché de capitaux en Afrique subsaharienne puissant. Ce marché va entrer en concurrence avec les capitaux marocains. D'où l'importance de la Banque d'investissement du Sahel. La Banque d'investissement du Sahel va être capable de proposer aux acteurs économiques des crédits moins chers que les crédits marocains. Moins cher que les crédits marocains. D'ailleurs, de toute façon, ces crédits vont être privilégiés dans le Sahel. Voilà comment on peut répondre au soft power marocain, qui veut contrôler l'Afrique subsaharienne par la banque, par l'assurance et par les chantiers de travaux publics. Il faut privilégier la banque, l'assurance et les multinationales sahéliennes, africaines de travaux publics. Ça, c'est la réponse au Maroc. Et là, ils vont comprendre maintenant que c'est l'intelligence qui répond à l'intelligence. S'ils sont intéressés par des investissements en Afrique subsaharienne, ils doivent ouvrir l'équivalent dans leur pays pour que nous, on entre avec nos capitaux dedans. Air Maroc est intéressé, par exemple, par des investissements dans les compagnies aériennes des pays sahéliens. Mais ok, il faut que les pays sahéliens prennent aussi des parts dans Air Maroc. Comme ça, quand Air Maroc vole, une partie des bénéfices nous sont reversés. Et comme ça, quand Air Sahel va voler, une partie des bénéfices d'Air Sahel peuvent être versés au Maroc. C'est ce qu'il faut imposer aux Marocains. Quant aux Algériens,
Parce que les Marocains ne viennent pas avec l'épée. Ils viennent avec la bourse. Les Algériens viennent avec l'épée. Abdelmajid Tebboune est à la tête d'un régime essentiellement violent, brutal. Pas seulement envers les pays subsahariens, mais envers le peuple algérien même. Ils sont très brutaux. Ils ne connaissent pas d'autres langages. Si vous écoutez les témoignages des Algériens envers ces régimes, vous allez comprendre que le peuple algérien souffre avec ces gens. Lui, là, il n'y a pas d'autre réponse. Hein. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ne doivent pas laisser l'Algérie profiter du Sahel. Tant qu'elle n'a pas chassé de son territoire tous les groupes terroristes qui attaquent un pays sahélien, l'Algérie doit demander à Iyad Aghali de quitter son sol. À défaut de l'arrêter, de le condamner et même de le fusiller là-bas, parce que lui, il mérite la peine de mort. L'Algérie doit demander à Mahmoud Dicko de quitter son sol. Parce qu'il est à la tête de la coalition terroriste, sécessionniste, qui attaque le Mali, jours et nuits. L'Algérie doit mettre fin au séjour et aux bases arrières des groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel sur son sol. C'est la condition pour une coopération avec quelques pays du Sahel que ce soit. C'est absolument important pour tous les pays de l'Alliance des États du Sahel d'être ferme envers l'Algérie. L'Algérie ne comprend pas d'autres langages. Et je n'exagère pas, je veux vous dire que même dans la psychologie de mes frères algériens, quand ils exagèrent, il faut leur dire un nom non négociable. Je dis ça pour être leur ami. Quand vous tombez sur un de nos frères algériens qui fait le fou, il faut être plus fou que lui. Ça le calme. Parce que certains d'entre eux sont vraiment très fous.